Bonjour à tous. Ce que je vais dire n'engage en rien mon université. Mais en tant que biochimiste et toxicologue, je vais aujourd'hui vous entretenir des controverses liées aux médicaments et aux vaccins anti-Covid. Le titre de mon intervention est le suivant. De l'hydroxychloroquine à la protéine spiculaire S, en anglais, dite spike, les controverses sur la toxicité des médicaments. Un premier bobard ministériel complaisamment propagé par les médias dominants. Dès le début de la crise coronavirale, le sort de l'hydroxychloroquine allait être scellé. Les premières salves apparurent dans les médias dominants, ici, Le Monde et CNews, rapportant un fait divers où une personne est morte après ingestion de phosphate de chloroquine. Le Monde propageait ainsi le premier bobard ministériel, prétendant que l'hydroxychloroquine était un poison violent, alléguant les déclarations du ministre Véran devant la représentation nationale. Ce dernier disait, ici, aux États-Unis, aujourd'hui, une personne qui en avait utilisé en automédication était victime d'un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. Ici, M. Véran attribuait à l'hydroxychloroquine la mortalité due, en réalité, au phosphate de chloroquine, ce qui laisse entendre que les deux composés présentaient une toxicité identique. En effet, ces deux molécules appartiennent bien à la même famille, comme le montre leur structure, mais elles diffèrent substantiellement et leur toxicologie en est fort différente. La chloroquine est rendue soluble en phase aqueuse par formation d'un sel de phosphate, par l'entremise de l'acide phosphorique. Ici, et l'hydroxychloroquine est pleinement soluble grâce à son groupement hydroxyle cerclé de rouge, là. Quand les deux composés sont distingués, c'est pour mieux dire que leur toxicité est identique car appartenant à la même famille. Second bobard. L'extrait de l'article du Monde délivrait ce second bobard, prétendant que les deux composés ont la même toxicité car appartenant à la même famille. Et ceci est affirmé par un chimiste de renom, spécialiste des tanins du vin. Or, chez les animaux, la dose létale 50 de l'hydroxychloroquine, celle permettant de tuer la moitié des animaux, est nettement plus élevée que celle de la chloroquine, environ 5 fois plus. Contre-intuitivement, plus la dose létale 50 est élevée et moins le composé est toxique. L'hydroxychloroquine, chez cet animal, est 5 fois moins toxique. Chez le chien, en intramusculaire, une dose de 6 mg par kilo tue la moitié des animaux, alors que 25 mg par kilo, la dose maximale qui a été testée, n'en tue aucun. Les concentrations sanguines en rouge, qui apparaissent en rouge, montrent que celle de l'hydroxychloroquine, pour cette dose de 25 mg par kilo, est 10 fois supérieure à celle de la chloroquine, alors qu'elle est sans effet. Chez les humains, la toxicité de la chloroquine est observée dès 20 mg par kilo, alors qu'à 50 mg par kilo, qui est la dose utilisée dans l'essai Recovery au jour 1, aucune toxicité n'a pu être soulignée. Les doses mortelles, 30 contre 600 mg par kilo, sont également très différentes. En réalité, l'hydroxychloroquine est donc nettement moins toxique que la chloroquine. L'hydroxychloroquine est beaucoup plus toxique que le paracétamol, troisième bobard. Un troisième bobard, présent dans l'article du Monde, prétendait que l'hydroxychloroquine était beaucoup plus toxique que le paracétamol. Un expert ainsi nous disait que si vous prenez trop d'hydroxychloroquine, vous pouvez très facilement faire un surdosage. Un beau truisme qui n'apporte rien à la polémique. Et notre chimiste prétendait à tort que les effets de l'hydroxychloroquine sont beaucoup plus forts que ceux du paracétamol. Or, chez la souris, on voit que la dose létale 50 de l'hydroxychloroquine est 5 fois supérieure à celle du paracétamol. Donc l'hydroxychloroquine est 5 fois moins toxique chez cet animal. Et ce qui importe vraiment, c'est l'écart entre les doses thérapeutiques, d'utilisation thérapeutique, et celles à partir desquelles une toxicité apparaît.
Il s'agit de la marge de sécurité thérapeutique. Nous voyons sur ce schéma que l'écart entre la dose d'hydroxychloroquine employée à l'IH de Marseille, entre 7 et 12 mg par kilo, est 4 fois moindre que celle utilisée dans l'essai Recovery au premier jour, lequel n'a montré aucun effet toxique chez les personnes néanmoins hospitalisées et âgées. L'écart entre la dose thérapeutique et celle mortelle est de 50. Qu'en est-il du paracétamol? La dose thérapeutique se situe dans une fenêtre de 20 à 80 mg par kilo, ce qui correspond à 1 à 4 g ingérés, alors qu'on observe une mortalité à partir de 200 mg par kilo, soit après ingestion de 10 g, donnant un écart de 2,5 seulement, à comparer avec l'écart de 50 pour l'hydroxychloroquine. En réalité, l'hydroxychloroquine est bien nettement moins toxique que le paracétamol. En revanche, le paracétamol est un hépatotoxique redoutable par automédication. Par exemple, aux États-Unis de 2000 à 2018, sur 327 781 hospitalisations pour des suicides parentalgiques, le paracétamol, à lui seul, a contribué, sur 1745 morts, à 48% des hospitalisations et 65% de ces décès. En réalité, c'est bien le paracétamol qui est un tueur de masse par suicide. Une vague d'intoxication par automédication à l'hydroxychloroquine, quatrième bobard. C'est le paracétamol qui est redoutable par automédication, mais en véritable contre-feu de la propagande officielle, c'est l'hydroxychloroquine qui sera incriminée. En effet, un quatrième bobard publié par Le Monde, 30 mars 2020, prétendait que l'hydroxychloroquine provoquait une vague d'intoxication cardiaque en Aquitaine. Aucun chiffre n'était donné, bien entendu, ni encore moins une simple preuve. D'autant plus qu'en mars 2020, l'Aquitaine comptait parmi les régions les moins affectées par le Covid. Pourtant, publié 3 jours avant, dans le JAMA Cardiology, un article faisait état de la toxicité cardiaque liée au Covid. En réalité, c'est bien le SARS-CoV-2 qui endommage le cœur de 20 à 28% des patients hospitalisés et non pas l'hydroxychloroquine. Sûreté d'utilisation thérapeutique de l'hydroxychloroquine comparée au remdesivir. Le remdesivir a été beaucoup vanté par des médecins sur les plateaux télévisés et a été opposé à l'hydroxychloroquine. Or, la plage thérapeutique est comprise entre 1,1 et 4 mg par kilo et est très proche de la dose de 5 mg par kilo qui provoque, chez les macaques rhésus, une défaillance rénale et une hépatotoxicité. Alors, nous ne possédons pas pour le remdesivir des données de toxicité chez les humains. Donc, il faut se contenter de ce que l'on sait chez les animaux. La dose thérapeutique administrée chez des humains sains se traduit d'ailleurs par une concentration sanguine de 5,4 mg par litre, donc très proche de la dose de 5 mg par kilo, qui par voie orale est très toxique chez les macaques. En réalité, la base de données de pharmacovigilance de l'OMS concernant le traitement du Covid rapportait en 2020 que le remdesivir était le médicament le plus incriminé, avec 34% des cas. Sûreté d'utilisation thérapeutique de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine comparée au molnupiravir. La presse a célébré la récente recommandation par l'OMS du molnupiravir de Merck. Pourtant, les données toxicologiques sur les humains manquent. On sait cependant qu'il s'agit d'un mutagène très puissant, inhibant la fonction mitochondriale et cytotoxique. La concentration cytotoxique 50, celle qui tue la moitié des cellules en culture, est égale à 13,8 mg par litre sur des cellules hépatiques humaines et 2,5 mg par litre sur des cellules T lymphoblastoïdes humaines.
Or, la concentration plasmatique mesurée sur des sujets sains recevant la dose thérapeutique est égale à 3,6 mg par litre. Donc, très proche des doses tuant la moitié des cellules en culture. La marge de sûreté est donc très faible. En revanche, l'ivermectine, qui a subi le même ostracisme que l'hydroxychloroquine, est nettement plus sûre, tout comme l'hydroxychloroquine, bien plus sûre que le paracétamol, le remdesivir et le molnupiravir, avec une marge de sûreté, vous le voyez, de 150. En réalité, les molécules les plus sûres ont été bannies mensongèrement au profit de médicaments toxiques et d'utilisation délicate. Diapositive 8. Les effets secondaires des vaccins génétiques, ARN messager ou adénovirus recombinant, miment la pathologie d'une infection par le SARS-CoV-2. Il ne vous a pas échappé que les effets secondaires des vaccins génétiques, ARN messager ou adénovirus recombinant, miment la pathologie d'une infection par le SARS-CoV-2, avec développement de myocardite et de péricardite, ainsi que des thrombocytopénies et thromboses et l'inflammation des tissus endothéliaux. Quelle est donc la cause de cet état de fait? En réalité, tout s'explique par la toxicité de la protéine spiculaire S, dont la production est déclenchée dans nos cellules par les vaccins génétiques. La toxicité de la protéine S. Premièrement, parasitage de la voie rénine-angiotensine-aldostérone. La grande voie physiologique rénine-angiotensine-aldostérone est en réalité parasitée par le virus et sa protéine S. Et un parasitage important conduit au Covid long. Cette voie régule entre autres la pression artérielle. Le foie sécrète l'angiotensinogène qui est clivé à un décapeptide, l'angiotensine 1, par la rénine, une enzyme produite par les reins après stimulation par l'aldostérone. Première étape. L'angiotensine 1 est à son tour coupé en un heptapeptide, l'angiotensine 2, par la protéase ACE pour angiotensin converting enzyme, seconde étape. Après fixation sur ces récepteurs ATR1, troisième étape, l'angiotensine 2 provoque la vasoconstriction, mais déclenche également des activités pro-inflammatoires dans le cœur, les poumons et le foie, les reins et, de manière chronique, l'arthrite rhumatoïde. Des activités pro-oxydantes et pro-fibrosantes. En revanche, la protéase membranaire ACE2, elle, protège les organes cœur, poumon, foie et reins en clivant, quatrième étape, l'angiotensine 2 en angiotensine 1,7, laquelle, après fixation sur ces récepteurs MAS-R, cinquième étape, déclenche la vasodilatation, mais également des activités anti-inflammatoires dans ces organes, des activités antioxydantes et antifibrosantes. Cependant, l'angiotensine 2, via ses récepteurs ATR1, est capable de stimuler la protéase membranaire ADAN17 par phosphorylation sur son côté cytoplasmique, ce qui a pour effet la coupure de l'ancrage d'ACE2 hors de la membrane et donc sa libération sous forme soluble, ce qui la neutralise. Et ceci amplifie à son tour l'action de l'angiotensine 2. Ainsi, l'enzyme ACE2 membranaire est donc un commutateur physiologique déterminant qui recule les deux versants opposés de cette voie physiologique. Basculement des activités pro-inflammatoires régies par l'angiotensine 2 vers les activités anti-inflammatoires sous la régulation de l'angiotensine 1,7. D'accord? Donc ces deux peptides ont des rôles diamétralement opposés. Quel rôle délétère la protéine S peut-elle jouer dans cette voie? La protéine S neutralise la fonction protectrice d'ACE2. La protéine S, portée par le virus, ou bien soluble, après production par les vaccins,
en se liant en l'enzyme ACE2, déclenche des événements intracellulaires conduisant à l'activation de la protéase ATAN17 et donc, d'une part, le clivage d'ACE2 sous forme soluble et donc sa neutralisation, et d'autre part, la libération de la cytokine TNF-alpha ou facteur de nécrose des tumeurs, ce qui cause une inflammation des tissus, une production accrue de cytokines et l'endommagement des poumons. J'ajoute que tout ceci est connu depuis 2005, car cette connaissance a été acquise avec la première épidémie de SARS de 2003. La toxicité de la protéine ES, deuxièmement, ciblage de la protéine ACE2 et parasitage de la voie rénine-angiotensine-aldostérone. Dans le cas de l'infection virale, la toxicité de la protéine ES passe encore par le ciblage de l'enzyme ACE2, appelé par les virologues récepteur du virus SARS-CoV-2. Vous voyez, la protéase membranaire TM-PRSS2, elle active la protéine ES et clive un fragment de l'enzyme ACE2 en une première étape, ce qui autorise la liaison et la fixation de la protéine S sur ACE2. Seconde étape, ce qui va entraîner à son tour la fusion du virus avec la cellule et son entrée dans la cellule en une troisième étape. Donc, ceci était connu depuis 2014. Une connaissance acquise sur le virus SARS-CoV, le précurseur et parent de l'actuel SARS-CoV-2. La chute de la densité de surface d'ACE2, internalisée avec le virus, entraîne une inflammation des tissus endothéliaux et un endommagement des poumons et du cœur, car la balance angiotensine 2 sur angiotensine 7 augmente. La toxicité de la protéine S, troisièmement, ciblage de la protéine ACE2 et parasitage de la voie rénine-angiotensine-aldostérone. Dans le cas de la production de la protéine S à partir du principe vaccinant, ceci est rendu possible à partir de l'ARN messager, de la protéine S, à partir des vaccins Pfizer et Moderna, ou à partir du gène de la protéine S qui est contenu dans l'ADN viral de l'adénovirus recombinant des vaccins AstraZeneca, Janssen ou Sputnik. Donc, tout ceci concourt à la production par nos cellules de la protéine S qui se retrouve via la voie de sécrétion ancrée dans la membrane cytoplasmique de la cellule productrice en une seconde étape, puis l'activation de la protéine S par la protéase TM-PRSS2 en une troisième étape conduit à la fixation et à la liaison donc, de cette protéine sur ACE2 en une quatrième étape. Et donc, la neutralisation d'ACE2. La diminution de la concentration active d'ACE2 va conduire et a pour conséquence une inhibition de la fonction mitochondriale, un choc oxydant et des dommages pulmonaires et cardiaques, ainsi qu'une inflammation des tissus endothéliaux. Parallèlement, la protéine S soluble peut également se lier à la forme soluble d'ACE2 pour renforcer cette boucle. La toxicité de la protéine S, génération d'anticorps auto-immuns, anti-facteur plaquettaire 4 et processus thrombotique. La toxicité de la protéine S comprend également la génération d'anticorps auto-immuns, anti-facteur plaquettaire 4 ou FP4 et la survenue d'un processus thrombotique. Lorsque des plaquettes sont activées par la fixation de complexes protéines S, anticorps anti-S sur des récepteurs FC ou par les complexes protéines S, facteurs anti-FP4 et anticorps anti-FP4 sur le récepteur FC, celles-ci, ces plaquettes ainsi activées, libèrent des chimiokines en une seconde étape qui vont agir en tant que signal de libération du
facteur FP4 sur des plaquettes non encore activées. Donc, on assiste à la libération dans une troisième étape du facteur FP4. Je tiens à souligner que chez les patients atteints de thrombose après vaccination, on détecte invariablement des anticorps anti-FP4 qui sont capables de fixer la protéine S. Après libération du facteur FP4, on assiste à la formation de complexes immuns comprenant le facteur FP4, la protéine S et des anticorps anti-S et anti-FP4. Le ciblage de l'enzyme ACE2, porté en surface des plaquettes par la protéine S, conduit à la formation de complexes immuns avec des anticorps anti-S, et ceci permet le pontage des plaquettes. Vous voyez, plaquettes non encore activées avec une plaquette activée, par exemple. Les plaquettes ainsi activées et pontées vont s'agréger dans les vaisseaux sanguins, ce qui va les obstruer et conduire au processus thrombotique. Stratégie vaccinale. En Europe, les vaccins a priori non toxiques sont écartés au profit de ceux toxiques. En conclusion, se pose un vrai problème de choix stratégique en matière de santé publique en Europe. Les vaccins a priori non toxiques ont été écartés au profit de ceux toxiques. On ne comprend pas, alors que ce déterminisme biochimique et immunitaire était déjà connu depuis l'épidémie liée au SARS-CoV-1 en 2003, on ne comprend pas pourquoi les vaccins génétiques permettant la production par nos cellules d'une protéine toxique ont été favorisés. On retrouve ici les vaccins Pfizer et Moderna, ARN messager, et les vaccins Janssen, AstraZeneca et Sputnik, adénovirus recombinant. La société Sanofi veut même lancer un vaccin basé sur la protéine recombinante, protéine S purifiée, mais néanmoins toujours toxique. Pourquoi les vaccins à virus inactivé n'ont-ils pas été favorisés? Ou bien ceux basés sur les fragments peptidiques des protéines virales, ou bien des protéines chimériques, faites par exemple d'un fragment non toxique de la protéine S, fusionné à la toxine tétanique contre laquelle nous possédons des anticorps, et qui est le principe du vaccin cubain Soberana 2. Ou bien encore une fusion de cette même protéine, de ce fragment, protéine non toxique, avec l'anticorps monoclonal anti-CD40 humain, publié par une équipe de l'INSERM. Mais qu'attendent donc les vérificateurs de faits du journal Le Monde pour enquêter sur ce mystère? Je vous remercie pour votre attention. Voilà, Jean-Paul, on vient de visionner le film. Tu es en direct et je regarde si des mains se lèvent pour poser une question. Je t'avoue, ne te vexe pas, mais il est trop tard. Allez. Bonjour, je le vois pas, mais c'est pas grave. C'était pour savoir quel était le degré de toxicité, parce que ça paraît quand même assez incroyable de découvrir que cette spike était bien connue avant et sa toxicité aussi. D'abord, donc première question. Et deuxième question, est-ce que tu as essayé de faire une conférence de ce type dans ton université pour voir la réaction des collègues? Non, alors, je commence à répondre par la seconde question. Non, je n'ai essayé d'en parler dans mon université parce que déjà après ma lettre à Charlie Hebdo et mes deux entretiens avec Laurent, plusieurs personnes m'ont fait comprendre que ce que j'avais écrit ou dit n'était pas du tout apprécié. On m'a même accusé finalement de propager une image négative et obscurantiste liée à la science. Voilà.
Donc, bien entendu, ce ne sont pas les auteurs du fameux article de Lancet qui portent atteinte à la science, mais ce sont ceux qui se posent des questions sur les vaccins. Quant à la première question, tu demandais quel était le degré de toxicité, c'est ça? Oui. De la spike, ouais. Mais qu'entends-tu par degré de toxicité? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a plusieurs articles maintenant qui, sur les animaux, montrent que lorsqu'on injecte ça à des animaux, eh bien, il y a des atteintes assez graves au niveau pulmonaire qui miment une infection par le SARS-CoV-2. Ça a été fait chez l'oreille et la souris, et notamment chez une souris transgénique qui exprime donc la protéine ACE2 humaine. Donc elle a été, cette lignée de souris, elle a été humanisée, si j'ose dire. Elle exprime notre enzyme membranaire ACE2, nommé par les virologues récepteur du virus. D'accord. Et ceci, donc sur ces animaux-là, cette toxicité est observée en l'absence de virus. On leur injecte, donc dans l'expérience, ça a été publié par Konga et compagnie très récemment, dans le début de cette année. C'est acquis, ces dommages pulmonaires qui sont associés à une surproduction de cytokines qui miment l'orage cytokinique qui emporte les personnes âgées dans les hôpitaux. Et ça a été également obtenu chez les rats à qui on a donné en fait des adénovirus, un adénovirus recombinant qui permet la production de la protéine S. En fait, c'est exactement le principe des vaccins Janssen, AstraZeneca et Sputnik. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, merci Jean-Paul. Une petite dernière pour la route? Hélène? Est-ce que tu penses honnêtement, Jean-Paul, que... Enfin, la réponse est évidente, mais est-ce que c'est une folie d'avoir lancé cette campagne de vaccination sans aucune garantie ou au contraire avec des garanties contraires? Et comment est-ce que tu expliques cette aberration? Oui. Bon, moi, dans un de mes entretiens avec Laurent, j'aborde bien entendu cette question. Donc, c'est celle des intérêts capitalistes dans nos sociétés. Visiblement, dès le départ, toutes les licences, dans tous les sens du terme, ont été données aux entreprises états-uniennes et britanniques pour la production de ces vaccins génétiques qui ont été promus par la presse comme le saumon de la modernité. Donc en fait, on dit que c'est forcément bon pour nous puisque c'est moderne. En fait, bon, on sait depuis longtemps, on avait même Robert Malone qui a parlé. Robert Malone a été l'un des contributeurs de cette technologie, donc de vaccins ARN, depuis la fin des années 80. D'accord. Donc, c'est celui des intérêts bien compris capitalistes. Et ma dernière planche le montre de façon aberrante. Les vaccins a priori les plus sûrs ont été délibérément écartés par l'Union européenne. Donc tout à l'heure, Laurent a rappelé le fait que Madame van der Leyen avait des contacts étroits avec le bureau directorial de Pfizer et son propre mari avait une société qui contribuait à la production de l'ARN messager. Donc on va être traité de complotiste, mais enfin, il en faut moins en général à la justice pour condamner un innocent. Hein.
Merci. Merci beaucoup Jean-Paul. Tu n'as pas entendu les applaudissements, mais là tu vas les entendre.